Je vous propose aujourd'hui une émission consacrée à l'écrivaine québécoise Denise Desautels. Première incursion dans l'œuvre de Denise Desautels, une lecture par Raphaël Gitlis. Ici, loin, dehors, je marche, quelques pas seulement. Femme perdue ailleurs, sa tête ailleurs. Malgré l'air connu de la marche, scènes et monuments, hauteur variable du ciel, théorie des nuages, fil, merle, carrefour et mort annoncée. Encore, n'apprends pas à se taire. Je le vois, proche, ton dernier visage, de plus en plus ressemble aux autres. La mort à nos trousses, presque amoureuse. La musique lui a cédé sa place. Le cri qu'il ne pousse pas. Ton dernier visage fait de l'ombre. Ton dernier visage fait de l'ombre. Brusquement, le jour ample. Je ne m'aperçois de rien. Vie, remue dans l'abondance, sans témoin, à l'étroit, loin, loin. C'est touristique, ici. Les uns sur les autres, effarement et poussière, sans nuance. Dimanche. À tout prix, ce qui compte, une traversée en oblique du désert de la ville, mes pas de géante, mes hanches, mon torse vers de vastes lieux au fond confinés. Ce qui fait triompher l'essentiel, les récits sans fin. Femme, femme, sans boycott, blessures en noir et blanc, découpes, textures, fissures, femmes et raccommodements à venir. Car nos intentions se chevauchent, de l'invisible jusqu'à ce que les messagers, Persépolis, mon ennemi, mon frère, mon bourreau, mon amour, de musée en cinéma, Annette, Marjane et Cara. Cara, quel fol hasard, Walker, telle une stratégie du destin. Et nous voilà, nombreuses, Annette et les autres, nos filles, à l'âge de l'enfant réel. Vulnérables, nous sommes à l'excès, pointées du doigt, offertes et cependant rescapées, saines. Avançant, parmi nos questions parallèles, l'empilement des espoirs, chaque détail, rumeur, on dirait nous fait signe, du vrai, du vivant hybride. Paris, juin 2012, rencontre avec Denise Desautels. Denise Desautels, vous êtes écrivaine, poète, née à Montréal. Vous êtes l'une des figures majeures de la poésie québécoise contemporaine. Vous avez publié une vingtaine de titres, parmi lesquels on peut citer Comme miroir en feuilles, aux éditions du Noroît en 1975, Le Sceau de l'Ange, 92, Tombeau de loup, en l'an 2000, L'œil au ralenti, en 2007, et votre dernier livre paru s'intitule L'angle noir de la joie, et il a été publié à l'occasion du prix de littérature francophone Jean Harpe, qui vous a été remis à Strasbourg il y a environ un an. Alors on commencerait par une exploration de l'origine de Denise Desautels. D'où vient pour vous le désir, la volonté d'écrire ? Comment prend-on un jour cette décision d'agir par l'écriture ?
Enfin, comme toutes les adolescentes et les adolescents de mon époque, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans, j'ai eu de petits carnets noirs dans lesquels j'écrivais, je notais des pensées, des réflexions, mais aussi de courts poèmes, enfin ce que j'appelais de courts poèmes à l'époque, qui étaient tous très sombres, remplis de ténèbres. J'ai vite compris que j'étais habitée par des deuils non faits, puisque tout en vivant dans un pays qui n'a jamais connu la guerre, je peux dire que j'ai vécu au milieu d'une sorte de champ de bataille ou au milieu de stèles funéraires, puisque autour de moi, dans ma famille, chez les amis de ma mère, tout le monde mourait. En 10 ans, j'ai connu plus d'une dizaine de morts. Mais comme je vivais dans un milieu très religieux, c'est un milieu où on n'apprend pas à faire le deuil. Une fois ado, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer de cette manière-là. Que toute cette émotion qui m'habitait, il fallait que j'arrive à la regarder de près, à la comprendre, à la saisir, à y faire jaillir peut-être du sens. Alors inconsciemment, peut-être que les petits carnets ont été commencés de cette manière, pour cette raison. J'aurais aimé aussi être musicienne, danseuse, artiste. On n'avait pas d'argent, je venais d'un milieu défavorisé. Comme j'étais bonne à l'école, je savais écrire. Maintenant, je reconnais que c'était peut-être essentiel que ce soit l'écriture et non pas la musique, et non pas la danse. Parce que j'étais éperdument en quête de sens. Et que les mots, même si on les dévie en poésie, même s'ils sont polysémiques, il reste qu'ils sont porteurs. Tout en étant porteurs de plusieurs sens, ils sont porteurs de sens. Et que cette quête de sens m'était essentielle. J'avais besoin de lucidité, mais aussi d'éclaircie, de lumière. Et seuls peut-être les mots, la langue, pouvaient me permettre d'arriver à quelque chose de ce côté-là. Arriver enfin à faire ou à apprendre à faire une sorte de deuil. Même si ce deuil, il est perpétuellement à recommencer, puisque ça meurt toujours en soi et autour de soi. Comment passe-t-on d'une écriture exutoire adolescente à une écriture d'écrivain digne de forme? Beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend sûrement des événements aussi, des rencontres, des lectures, des amitiés. Dans mon cas, le temps a été essentiel. Il a fallu une première vie, puis une deuxième, avant que je décide vraiment, est-ce vraiment une décision, je ne sais pas, mais d'affronter mes monstres. Ce qui fait que j'ai commencé tardivement à prendre l'écriture au sérieux, à plonger à l'intérieur de la langue et de la pensée qui lui est nécessaire. D'ailleurs, vous avez mentionné plusieurs des titres que j'ai publiés. Et j'ai souri en vous entendant nommer le premier comme Miroir en feuilles, puisque même s'il a été écrit tardivement, publié plutôt tardivement, j'avais plus de 30 ans, c'est un recueil que je renie un peu aujourd'hui, puisque ça manque un peu de poignard et de couteau. C'est une écriture trop lisse qu'on retrouve dans ce recueil. J'avais encore peur d'entrer véritablement dans l'écriture,
dans ce qu'inévitablement j'y trouverais. Une image de moi et du monde qui m'effrayait. Et c'est donc quelques années plus tard, dans en fait mon 3e recueil, qui a pour titre La promeneuse et l'oiseau, que j'ai eu cette audace. C'est un long récit poétique qui prend l'allure par moments de la plainte, mais aussi du cri, qu'une femme adresse à une amie, qui reviendra plus tard dans mon travail, dans, entre autres, Tombeau de loup. Parce qu'ensemble, ces deux adolescentes, ces deux d'abord enfants, puis adolescentes, ont vécu le Québec des années 50. Elles ont grandi ensemble, elles ont affronté ensemble le monde des mères silencieuses qui, dans leur silence même, condamnaient toute vie, toute forme de vie. Alors oui, c'est véritablement dans ce premier livre, pour moi, publié en 1980, que je comprends le côté essentiel d'un travail qui nous amène au cœur de soi. Denise Desautels, vous écrivez en exergue de ce dernier ouvrage, L'angle noir de la joie. J'écris comme on fait des fouilles, en archéologue de l'intime, tâtonnant dans l'ombre touffue d'une mémoire, la mienne, si semblable à tant d'autres, tiraillée entre détresse et utopie. C'est un travail de résistance, l'écriture, contre la confusion, l'encombrement. Tout à fait, oui. C'est un travail de résistance, de résistante aussi, contre effectivement ce monde d'où je suis issue, un monde rempli de ténèbres, d'opacité, où on choisissait spontanément le silence plutôt que la parole et la lucidité. Alors pour moi, l'écriture, c'est justement d'essayer de mettre en mots, d'une certaine manière, les silences de ma mère, les silences de générations et de générations de femmes surtout, mais de tout un monde aussi. Et même si c'est fondamentalement noir, il me semble qu'il y a, dans le geste même d'écrire, un acte de vivante, de la possibilité de l'utopie, disons, même si ça paraît paradoxal de parler de la possibilité de l'utopie. Enfin, j'ai souvent dit qu'il y avait chez moi une attitude camusienne. C'est-à-dire, je suis profondément, peut-être, désespérée. Je sais que Dieu n'existe pas, mais je choisis quand même de vivre, puisque c'est la seule chose que j'ai. Et j'essaie de mettre de la lumière dans toute cette ombre dans laquelle je me débat. Nous nous débattons. Justement, vous avez cité dans votre discours de réception du prix de littérature francophone Jean Harpe le mot d'Albert Camus, une littérature désespérée est une contradiction dans les termes. Il y a, en vous entendant, ce désir d'écrire contre les ténèbres, et puis éviter de toucher également dans l'approche de l'écriture au néant des phrases, dites-vous. C'est-à-dire essayer effectivement, de trouver une phrase qui parle, justement. On est dans un monde qui parle beaucoup. C'est ça. Mais comment ça, c'est là tout le travail de l'écriture, selon moi. C'est-à-dire... Et qui est un travail de lenteur,
un travail vous parliez d'encombrement tout à l'heure, de désencombrement, et jusque dans la phrase même, je pense que pour arriver à écrire un texte, d'abord je mets du temps, beaucoup de temps, je fais plusieurs versions de ces textes, puis je finis par, après des jours, des mois, des pages et des pages, je finis par couper tant que je reviens à quelques phrases. Je me retrouve qu'avec quelques phrases. J'ai à la fois peur du vide, puis en même temps, je sens... Je sens qu'il faut pas non plus nécessairement vouloir le combler. Comment arriver à parler juste, à écrire juste, avec juste ce qu'il faut de mots. C'est tout le travail. C'est tout le travail d'écriture. Et avec les années, je me rends compte que c'est de plus en plus exigeant et de plus en plus difficile. Quand je repense à mon travail d'il y a 30 ou 35 ans, je le regarde avec surprise, avec étonnement. Il me semble que j'étais très audacieuse, d'oser tant. Aujourd'hui, je ne rêve que de dépouillement, peut-être. Est-ce que l'écriture vous sauve ? Dans un livre qui a pour titre « Ce désir toujours », au départ, je disais « ce désir qui sauve ou qui tue ». Et je suis toujours devant cette ambiguïté où certains jours j'ai l'impression qu'écrire, c'est salvateur. Puis par moments, je me dis que ça oblige à aller au fond de soi, dans des zones tellement troubles que c'est dangereux. Et que peut-être ça peut aussi... Tuer est un bien grand mot, mais en tout cas, altérer le peu de lumière qui reste en soi. Mais cela dit, c'est essentiel pour moi d'écrire. Alors, j'ai pas le choix de me retrouver devant ce danger, disons, qui est pas si vilain au fond. Vaut mieux celui-là que l'absolue opacité qui empêche tout mouvement et automatiquement toute vie. Vaut mieux choisir l'action intérieure, l'ouverture des ténèbres, la possibilité de l'éclaircie qui sauve. Vaut mieux choisir ça, oui, effectivement.
debout. Est-ce qu'une femme noire, jeune, trop jeune, chimère? Est-ce que le conte, est-ce que la fibre ou le fossile du flou sous les paupières, pendant que vis-à-vis, l'éternité, chut, l'Iran, le frère, le foulard, plus rien ne ralentirait l'ébranlement. D'allégresse, beaucoup de gestes levés, de déni en déni. Improvisation et vision au comble de chaque ghetto, corps à corps, articulé, désarticulé. Est-ce que la fin de la comédie est proche? Puisque rien, nulle vérité, sauf décousu, sauf exotique, n'approche. Nous ne cesserons pas, résistantes, raconteuses, c'est si ardent de nous imaginer moins seuls. Car words too heavy for my head, dit Cara, marchant, dessinant les mots, du terrain vague à la tranchée. Et elle marche et dessine, et nous, toujours plus à gauche, compromises, délinquantes, nos chroniques défilent avec pensionnaires, esclaves, rébellion, et c'est elle qui insiste. Good intentions. De moins en moins seule. Et le souvenir dur. Nous poussions en rêve hors d'Iran. Chaque vendredi noir, ces têtes maintenant vues de haut, placées sur 4 rangs à la queue leu-leu éperdue, pupilles en blanc, bouche de jet ovale, autrement bricolées, les figures, autrefois fatales. Car la fin du chat était proche, dit Marjane, proche, comme l'espoir un soir de fête. Autrement, l'urgence, nos griffes fouillant, trafiquant l'obscur, avec ou sans larmes. Et quoi d'autre? Denise Desautels, vous collaborez très souvent avec des artistes visuels. L'œil au ralenti est un recueil de textes écrits face ou en direction d'œuvres d'art. Qu'est-ce que peuvent les images que ne pourraient pas les mots? C'est-à-dire que je me suis toujours intéressée aux arts visuels. Ça fait partie de ma vie depuis toujours. J'avais fait aussi des études dans un certificat déjà à l'université en arts visuels. Ça remplit ma vie, j'ai beaucoup d'amis artistes et un jour, je me suis quand même rendu compte assez tôt dans mon travail que quand on est poète, même si Rimbaud dit que je est un autre ou une autre, il reste que quand on écrit beaucoup, qu'on travaille, qu'on collabore à des revues, il y a un danger de celui de la répétition. Pas celle qui vrille et qui est très efficace, mais de la pure et simple répétition, du ronron de l'écriture. Et j'ai eu envie d'agripper au passage certaines expos, certaines images qui me questionnaient, disons. Et certaines sont même entrées, malgré elles, dans mon travail et ont activé mon écriture, en ont changé le parcours parfois, m'ont amené même dans des zones, je pense, plus politiques, dans lesquelles je ne croyais pas entrer si directement un jour. Alors, depuis toujours, ou à peu près, je travaille avec des artistes. Certains de mes livres, même en production courante, sont faits à partir même de 2 ou 3 œuvres d'artistes.
Je pense à Michel Goulet, par exemple, qui est connu ici, entre autres, pour ses collaborations comme à la scène, avec Denis Marleau, entre autres. Et plus récemment, j'ai beaucoup travaillé avec une artiste québécoise qui s'appelle Louise Vigée. On a fait une œuvre qui a pour titre Autodafé et qui a été achetée par le Musée des Beaux-Arts de la ville de Québec. C'était une robe de cintre composée de 1400 cintres de bois dans laquelle ma voix se retrouvait. Autodafé parce qu'en fait, la robe devenait une robe bûchée. C'était d'abord une robe placard dans laquelle on insérait tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on garde pour soi, au fond de son placard intérieur, disons. Et cet automne, Louise Vigée et moi, nous retravaillons ensemble en ce moment pour une œuvre qu'elle présentera en septembre dans une galerie d'art qui a pour nom Circa. Alors, nous travaillons, elle comme artiste, moi comme écrivaine, avec un musicien contemporain, un jeune compositeur, Éric Champagne, pour une œuvre qui a pour titre De la chair au continent, une piéta. En fait, Louise est une drôle d'artiste qui se dit sculpteur, elle l'est, mais elle est surtout une artiste multidisciplinaire qui travaille avec toutes sortes de matériaux, comme elle a travaillé avec des cintres de bois. Elle a travaillé avec de la mousse de sécheuse, des bréchets de volaille. Cette fois-ci, pour De la chair au continent, elle travaille... en fait, elle fait depuis des mois de la dentelle avec de la cire chaude. Donc, des maîtres et des maîtres de dentelle. Et dans la galerie d'art, elle va installer, en fait, ces maîtres de dentelle afin de reprendre la forme de la Pietà de Michel-Ange. L'œil au ralenti, c'est vouloir ralentir le regard. Donc écrire serait ralentir le regard pour mieux prendre position. Pour mieux se donner le temps de vivre les choses, de les apprivoiser. Mais ici, évidemment, dans la mesure où je travaille avec une artiste, c'est aussi l'idée de donner à voir autant l'œuvre qui est là, dans sa forme même, dans l'espace, que la voix qui va habiter cette œuvre-là, disons. Quand est-ce qu'on pose un point final à une phrase de Denise Desautels ? C'est très difficile. Pour moi, c'est très difficile. Je sais aussi, pour en avoir parlé avec plusieurs écrivains, écrivaines, que c'est pour plusieurs la même chose. Parfois, c'est vraiment la promesse du manuscrit ou à l'éditeur qui m'oblige à me dire que c'est pas le dernier livre que j'écris et que ce que j'ai envie de mettre ou d'ajouter ou de transformer, c'est dans un autre livre que je le ferai. Et que de toute façon, on est condamné à être insatisfaite de chaque texte qu'on écrit, et que si on ne l'était pas, ça serait peut-être le dernier, effectivement. Donc, c'est donc toute cette réflexion chaque fois qui m'amène à me dire, bon, ben oui, là, on le mettra. On le mettra cette fois-ci, à ce moment-ci. Mais je trouve ça très difficile. Très difficile. Alors, vous êtes une des voix majeures de la poésie québécoise contemporaine, voix féminine. Est-ce que c'est important, cette idée qu'il y aurait une écriture plutôt féminine, comme porte-voix ou porte-parole ? Je parlerais davantage d'écriture au féminin. C'est-à-dire que ce que j'avoue, et ce qui est essentiel pour moi, c'est de penser que j'écris avec la conscience d'être une femme qui écrit. Et j'aime lire des femmes qui ont cette conscience-là aussi. Bon, évidemment, si on aborde des aspects du monde qui sont, j'allais dire, plus immatériels, si on fait une écriture plus philosophique, par exemple, qui
qui est une réflexion qui est au-delà, j'allais dire, des sexes. Peut-être que la question se pose moins. Mais dès qu'on aborde, comme c'est mon cas et comme c'est le cas de beaucoup d'auteurs que j'aime et qui alimentent mon écriture, quand on aborde la question du corps, de l'enfance, de la mémoire, de la mère qu'on a eue, de la mère qu'on est, des enfants, c'est très, très, très difficile de parler de tout ça, ou enfin d'écrire, de mettre en forme tout ça, en oubliant qu'on est une voix de femme. Que les mots qui viendront au bout du crayon ou sur l'écran sont des mots d'une femme qui a eu telle expérience du monde, qui a telle expérience de vie, qui perçoit la mort de telle manière. J'arrive mal à croire qu'on puisse faire tout ça dans une sorte de neutralité de la langue. Enfin, c'est peut-être possible, mais à mes yeux, ça va à l'encontre de ce qui donne du sens, en fait, à ce geste-là, pour moi. Est-ce que ça implique un rapport particulier à l'insoumission ? J'essaie d'être une écrivaine insoumise, parce que j'ai été une enfant et une adolescente sans audace. Et c'est peut-être dans l'écriture que j'ai retrouvé cette jeunesse-là que je n'ai jamais eue. Et c'est là, je crois, que j'ai le goût de l'assumer jusqu'au bout. Aller là, avec, comment dire, la possibilité d'être vraiment ce que je suis au départ, une femme gauchère. Travailler en marge, travailler le poème, mais souvent en flirtant avec le roman ou la narration, jouer justement avec sa vie et sa mort, penser autrement, mais souvent dans des petites choses, puisque mon écriture est d'abord l'écriture d'une archéologue de l'intime qui fouille sa mémoire, qui contemple en essayant de l'ouvrir, son récit familial, tout en essayant bien sûr de découvrir tout l'univers à l'intérieur de tout ça. Alors oui, l'insoumission, l'espoir de l'insoumission. Ce qui m'amène à regarder dans le Québec d'aujourd'hui toute cette jeunesse avec un œil très attendri. Et ce qui m'amène à les accompagner certains soirs dans la rue avec les casseroles, pour leur dire à quel point les valeurs qu'ils défendent sont des valeurs qui m'apparaissent essentielles comme écrivaine même. Le sens de l'autre, le nous tout à coup qui refait surface sur les lèvres de ces jeunes hommes, ces jeunes femmes. Le désir de justice, d'égalité, de vérité, de lucidité. Tout ça, je trouve ça magnifique en ce moment, de le voir, de le sentir autour de moi. Comment vous percevez les choses ? Les manifestations durent depuis un bon moment déjà. Je suis effrayée. J'ai vraiment peur que tout cet espoir, que toute cette force, cette énergie, au bout du compte, on l'effrite. On finisse par faire en sorte que ça s'auto-détruise. Parce que les forces opposées sont très grandes, très puissantes. Mais au moment où je vous parle, je crois encore qu'il y a de l'espoir. Je veux croire qu'il y a beaucoup d'espoir. Ouais.
Il y a la joie de ces manifestants, on est frappé par leur caractère. Ah oui, c'est très beau. C'est très beau d'être au cœur de ces manifestations. J'ai l'impression qu'on retrouve une sorte d'espoir que j'ai connu au Québec dans les années 60, 70, quand on est sorti de la grande noirceur que j'ai connue, quand on a vécu la Révolution tranquille. J'ai l'impression tout à coup de retrouver ce rêve qui était le nôtre. Je me souviens particulièrement, il y a une semaine ou deux, dans une des manifestations, je marchais avec mon fils, mon compagnon, et on avance dans la rue, et tout à coup, à côté de moi, un jeune homme, 30, 35 ans, avec sa petite fille de 3 ou 4 ans sur les épaules, que je ne connais pas, ni lui ni elle, il se tourne vers moi, et il me dit « C'est beau, hein? » Et je lui dis « Surtout pour elle, surtout pour elle. » Il m'a fait un grand sourire, et elle aussi. Et pour moi, c'est un moment absolument inoubliable. Pour elle, oui, il faudrait qu'au bout, en juillet, en août, quelque chose s'ouvre pour de vrai. Et qu'on s'aperçoive que tout ça ne s'est pas fait pour rien. Alors au final, Denise Desautels, est-ce que la poésie serait pour vous une solution ? Une solution, c'est un grand mot. Parfois, je me dis que je vais tout arrêter, que je vais me rendre directement là où ça souffre et puis je vais aider concrètement les gens qui souffrent avec ma passion, mais aussi avec mon énergie physique. Parfois, je me dis qu'il est un peu tard, que je suis un peu vieille et que l'écriture, quand même, ouvre. Et dans la mesure où j'essaie effectivement de travailler contre tout ce qui serait de l'intolérance, tout ce qui va à l'encontre de la vie, je me dis que peut-être que mes mots peuvent aider à un monde plus beau, à un monde plus grand, plus vaste. I was thinking of you. And I was thinking of you. And I was thinking of you. And then I wasn't thinking of you anymore. Octobre 2011, Trois-Rivières, au Québec, au Festival international de poésie, Denise Desautels est l'une des poètes invitées. On la retrouve lors de la grande soirée de clôture du festival. Bonsoir. Rose des Arrois, un texte que j'ai écrit en collaboration avec l'artiste visuel Bonnie Baxter. D'habitude, les yeux portent, même lourds. Qui sommes-nous? De dos, sans miracle. Les arbres aujourd'hui n'existent quasiment plus. La pierre seule masse vert vif, les bras, et le cuivre qui gît par terre, bloc vivant de désir ou de désordre. Visage aveugle, au ras du sol crevé, leur immensité pleurant, bruissant. D'une scène à l'autre, c'est pareil, l'univers en deux. Qui sommes-nous? Fatal, bataillon de blondes sous le turquoise, épiant ciel clos et carcasse. Ce qu'il y a de feu, ce qu'il y a d'épais derrière les masques, dans l'autre langue soudain, l'autoportrait, sa résonance, pointé vers l'infini, Who am I? Le rêve d'emprunt ironise violemment. Entre rose des Arrois et végétation monumentale, Who am I? Perruque plaquée en plein voyage, terre bouffonne, je joue. Jaune graffiti à la une, avec mainte impénitente. Nos nuques aux aguets sous l'éclaboussure, nos mains comme des mouches, hors cadre. Ça murmure. Ça dit grand, la regardeuse regardée. L'océan dans la peau,
assise, mortelle sans condition. Mon œil droit devant mort, la moitié encre du tableau, son pan d'écume et d'histoire, juste au bas de l'autre, l'ocre, l'agité, taché d'objets tranchants qui volent. Voyez de près le va-et-vient. Je pars, mais ne quitte pas. Toucher. Coller un seul mot. Passage. Côté empreinte et plage. Mes ongles creusent une pensée. Dépouille et pas, recto verso, avec l'automne poignant pour preuve. De gauche à droite, à gauche, là. Planète de profil, je ne cède pas. Éclatante et ombre, sur mes gardes. Je ravage, caresse, parfois touche le fond. Merci. Paris, juin 2012, de la chair au continent, une pietà, un texte inédit de Denise Deshôtels. Deux exergues. D'abord de Kim Doré. Je traîne toujours les restes d'un corbeau, comme une empreinte qui nous protège. Une couverture d'obscurité au cas où. Les jours s'allongeraient, vois-tu, l'horizon a perdu son centre, c'est pourquoi nous apprenons à errer debout. Et pourtant, la vie tremble pour qu'on la nomme. Je traîne toujours un manteau de silence. Roger Desroches. Imaginons un jardin où les arbres sont des mères et la tendresse, une terrible erreur. Cicatrice, dentelle, caresse. La main s'y reprend à deux, à 100 fois. Écrit à chaud, chair sur chair, les mots ne prennent plus. Je te la présente, c'est ma main. Accrochés à eux, comme on dit, restez là. En bouquet tous, d'amour compris, de force. Restez là, pour rien. Il n'y a plus d'âme au fond. Voix vacillant mes mots, par l'excès grave, tordu, cassé, vaincu, n'importe quel, les doux restants même, restez là. Leur âme volée et revolée, n'en ont plus du tout. Encore, tout à l'heure, une autre, une nouvelle mort dépossède ma langue. Chaque fois devant, de trop, où le drap tombe, jusqu'à la flamboyante, du blanc à étreindre. Mur à mur, impression neige aveugle. Sur une architecture de l'absence, voix monumentale. Cet enlacement sonore de Pietà et de fils. Nos cimetières s'y assoient silencieux, de la chambre au continent, comme on s'enfonce. Comment récupérer le bruit de cœur qui fuit, l'âpreté du cœur qui fuit, j'ose, le mien, mon cœur, d'où on a retranché la joie. En chacune de moi le monde, enfermé, furieux, là, rien ne s'est réellement tu. On est mère et fille, chacune son tour, déballant des kilomètres de bras, cambrés dans l'air, et souterrainement, nos bras, nos ronces, leurs tiges, et les pétioles de nos mains portent, en grappe, humus et plomb, leurs épines acérées.
On est impénétrable jeu, caviardé vivace, sans rien, sans plus personne à bercer. Imagine une forêt de ronces. Imagine des bras comme des ronces. Leur maille basse, beaucoup trop lâche. Le peuple des enfants s'y perd. Aussi le mien, le nôtre. C'est qu'on aime trop là-dedans. Avec pointe d'aveu qui pique, à outrance, je, les autres, tout le monde, grandiose combat d'amour. Dedans, le vide d'un corps vague. Dedans, nul enfant souffrant, grandi, parti, loin, loin, voix, rigne poignant, horizontalement affamé de consolation. On ne peut ni y entrer, ni en sortir, à cause des murs, de la folie des murs, de tous ces os affolés, ligotés, les uns aux autres, des fauves la nuit, dans le surpeuplement de la nuit. Mais on ne dira jamais folie. Plus tard, nos cimetières se remettront aux larmes. Humaine. Le mot humaine. Pas bête, pas animal. Le fracas qu'il fait dans la tête. Humaine hurle, aboie, puis suffoque. La voix venin face à une autre, de temps en temps la même, qui darde jusque morte et tient captive. À son tour je, lionne devant chrétienne, rage, contre une bouche et son miel. Et la boue d'amour ravage, ravage, dans et hors révolution. Vois l'urgence, ça naît là, le petit meurtre en pleine poitrine, la vie asphyxiée, l'amour, le leurre, j'y reviens, en chacune de moi le monde. Si on ne dit rien, explose mais n'expire pas. Continue, avance, dit l'espionne intime. Tant de bêtes à abattre, qui poussent, poussent, mais plus encore, l'enfance, car c'est bien là, sa lancinante complice et ses effondrements. La bête, la nuit, là, petite, dérisoire même, parmi les boucheries familières. Certaines syllabes naines, enroulées à répétition. Jonc à mes griffes, les vois-tu, menaçante ménagerie, sans nous discute. Enfers anciens et futurs, et guerres, dans le bruit bas, des risques et des refus. Ne rien dire, tout taire surtout,
car c'est périlleux même en pleine paix. Il neige. Il a tant neigé qu'on ne voit plus. Une victoire, une autre, et leur plus récente laideur. Oh, les mêmes que d'habitude. Tourner, vers février, le froid, la faim, comme on supplie. Février retient ce que les muscles qui baient laissent choir. L'aigu des cris et leur campement et leur horde d'effroi. Or, rien ne s'y tue. Rien, malgré le silence. Comment articuler sans protection? La mort n'a jamais été aussi proche. On ne s'en sort pas. À la fois vaste envie d'amour et avalante répulsion. Le suis-je? Le suis-je encore? Aimée amoureuse, exaspérée. L'ai-je été? Ce soir, angle, cœur et côte s'ameuglent. Le refus, la mort, comme si depuis toujours, insoupçonné, sous l'épaisse attente. Déjà, quelque chose de définitivement défunt. Ça flirte parfois, souvent aussi, avec l'insensé. Et déjà moi-même soulevé carnage, levé main, poing, poignard. Aurait pu aller loin, loin, loin. Grâce à la panoplie de monstres en moi, qui fouillent partout jusqu'à la pointe des os. Émeute et mugissement, solidaires par tous mes pores. C'est fou allié ou rien du tout, ou simplement humaine. Le suis-je encore, avec ou sans camisole? C'était La poésie n'est pas une solution, une émission proposée par Frank Smith, consacrée aujourd'hui à Denise Desautels. Texte dit par Raphaël Guitlis. Remerciements au Festival international de poésie de Trois-Rivières, au Québec. La poésie n'est pas une solution. Réalisation Gilles Mardy-Rossian. Identité sonore Laurie Anderson. Aide à la production Daphné Brettenbach. Prise de son Marie Lepeintre, Bernard Laniel. Mixage Alain Joubert